Bonjour, comment ça va? Ça gêne le tube dans la gorge? Ouais. On n'est pas trop loin de lui l'enlever, lui. Hein? Ouais, je pense que Ouais, c'est bien. On va s'en passer le plus rapidement possible. Hein? Vous évoluez très bien, monsieur, on est très content. Après plus d'une semaine d'intubation, cet homme est en phase de réveil. C'est un moment difficile parce que soit le patient il se réveille bien, un peu comme dans les films, mais c'est la minorité des cas, soit il se réveille soit agité, soit il se réveille pas bien, on a de la peine à avoir un contact et ça prend du temps. Et au moment du réveil, il a envie de respirer tout seul, il n'a pas envie que ce soit la machine qui lui dicte sa respiration. Je suis le professeur Pugin, je suis le médecin-chef du service. Hein. On venait vous voir là, d'accord? Alors il est conscient, il est avec nous, il répond aux ordres simples. Si on lui demandait de serrer la main, fermer les yeux, il va répondre aux ordres. Maintenant, c'est très difficile de savoir s'il est complètement avec nous, s'il n'y a pas un petit élément délirant. Ça, souvent, quand on se réveille, on tombe de la lune. Ce jeudi matin, ils sont 63 patients aux soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève. Une majorité d'hommes, dont le plus jeune a seulement 27 ans. Super, ça va. Vous arrivez à fermer les yeux. Fermez les yeux. Atteints de grave détresse respiratoire, la plupart des patients sont endormis et intubés. À leur chevet, le personnel soignant répète inlassablement les mêmes gestes. Les malades sont régulièrement changés de position, notamment pour faciliter la respiration, mais pas que. Rester immobile aussi longtemps peut être dangereux. Il suffit d'une journée de soins qui ne sont pas optimaux pour que des escarres se forment. Et là, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour fermer un escarre. Et ça conduit à une morbidité qui est vraiment très importante. Chaque matin, les aides-soignants procèdent à la toilette des patients. J'ai décidé un petit peu aujourd'hui de raser ces messieurs. Parce que je trouve que c'est important aussi de garder quand même une certaine petite beauté au niveau du visage, on va dire. Des gestes que pratique Corinne depuis 37 ans. Quand je fais une toilette, je les touche et je me dis allez, vous allez vous en sortir. Vraiment, vous allez vous en sortir. Et ça, c'est... on essaie de ne pas avoir les larmes aux yeux. Voilà, c'est tout. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que si je continue, je vais avoir les larmes aux yeux. Voilà. La mobilisation, exactement. Il n'a pas l'air d'être si clair. Pour les malades, la lutte est longue et difficile. La plupart restent entre 10 et 15 jours dans ce coma artificiel, parfois moins, mais parfois plus. Tu notes qu'on doit regarder la radio après? J'arrive à noter chez monsieur qu'on doit regarder la radio? Super. Ces patients, ils sont toujours assez fragiles. Donc un jour, ça peut être un peu positif, puis le lendemain, un peu moins. Il y a des sortes de vagues comme ça. Et voilà, si ça va moins bien, on relance la bataille et puis on se redonne encore quelques jours. Ça améliore un peu. Il est à 400 pour moi, je l'ai trouvé. Des jours parfois insuffisants, et les médecins doivent se résigner à perdre la bataille. On n'est pas plus fort que la nature, on n'est pas plus fort que l'importance de l'atteinte. Donc, quand on a pu mettre en place tout ce qu'on a pu pour essayer de sortir les patients, et puis qu'on n'y arrive pas, d'une certaine manière, c'est qu'on ne peut pas faire plus. Le personnel arrête alors les soins thérapeutiques. Les patients sont placés dans une salle spéciale, seul endroit du service où les proches sont admis. On fait très attention à toutes les mesures d'hygiène pour les proches, mais ça nous paraissait complètement impossible, voire cruel, d'empêcher les proches de venir dans les derniers instants de la vie de leurs proches. Depuis le début de la crise, 9 patients Covid n'ont pas survécu aux soins intensifs, soit 9% des admissions. C'est bien moins que dans d'autres hôpitaux, en Italie notamment. La Suisse a eu la chance de ne pas être touchée en premier. Avec ce qu'on avait comme notion effectivement de ce qui était en train de se passer, notamment en Italie du Nord, quand on a commencé à se préparer, ça nous a donné plein d'idées et on s'est dit il y a des choses là qu'on ne doit pas faire aussi. En quelques jours à peine, le service des soins intensifs s'est adapté.
Des salles d'opération ou de réveil ont par exemple été transformées pour accueillir les futurs patients. D'une capacité habituelle de 32 lits, le service peut en accueillir le triple, voire le quadruple. On a une masse de personnes, une masse de situations, une masse de décisions à prendre qui est énorme. Et c'est concentré en quelques heures, ce qu'on pourrait voir même pendant plusieurs années. Pour y faire face, un personnel en nombre, 550 personnes contre 250 en temps normal. L'armée a même été mobilisée, comme ce soldat des troupes sanitaires, chef de circulation au CFF. Ça fait toujours un choc pour moi parce que c'est difficile de voir que des gens sont menés à ça. C'est la première fois que je vois en fait ce que c'est d'être aux soins intensifs. J'ai jamais eu l'occasion d'être dans les hôpitaux plus que ça. Mais la force ici, c'est aussi et surtout le matériel à disposition. Lits spéciaux, multiples écrans, le pouce serein qui injecte les drogues et surtout ces respirateurs dont tout le monde parle. Le malade est raccordé avec ce tuyau bleu à son tube et c'est ce tube qui est placé dans les poumons et qui permet aux patients de respirer avec l'air poussé par le respirateur. Des respirateurs utilisés en dernier recours car d'autres technologies existent comme ce casque. On évite chez certains malades, comme chez cette dame, de devoir les intuber parce que l'intubation c'est facilement 2 à 3 semaines aux soins intensifs avec des risques liés à l'intubation et des risques autres chez ces patients qui sont extrêmement fragilisés à ce moment. Pour tous ces patients, intubés ou non, le passage aux soins intensifs peut laisser des séquelles. Depuis le début de la crise, 24 ont pu en sortir sur les 96 admis. Pour les autres, le combat continue. Ça va bien, hein? Vraiment. On avance bien, monsieur. Courage, hein? Valentin et Denis, vous avez réalisé ce reportage. Comment ça s'est passé sur place, le tournage ? On est resté à peu près 3 heures au sein du service des soins intensifs et on en profite pour remercier le professeur Pugin et toute son équipe parce qu'on a été vraiment très bien accueillis. Ils ont pris le temps de nous montrer vraiment tout le service, de nous expliquer, de répondre à nos questions. Et puis je dirais, moi, ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, c'est le calme. Le calme sur place. Alors certes, il y a du monde, il y a ces bruits des machines qu'on entend dans le reportage, mais il n'y a personne qui court. Il n'y a pas une agitation énorme. Alors ça s'explique déjà par une chose, c'est que les patients sont endormis, ils ont des drogues lourdes, ils sont intubés, donc il n'y a pas ces mouvements des patients. Et puis aussi parce que Genève a su anticiper, et on le voit vraiment, Genève a encore la capacité d'accueillir des patients, Genève a su anticiper, et on est loin des images qu'on a pu voir, par exemple de l'Italie ou de la France. Il n'y avait pas ce chaos au HUG. C'est, disons, en tout cas moi, ma première impression. Vous, Denis, comment avez-vous vécu ce moment ? Mais c'est vrai que lorsque l'on voit ce que sont les soins intensifs à travers les médias, les publications, les graphiques, les chiffres, c'est tout autre chose d'y être. Très honnêtement, lorsque l'on voit ces personnes qui sont les unes à côté des autres aux soins intensifs, qui sont pour beaucoup intubées, avoir la même maladie, la même lutte contre le Covid-19, c'est tout à fait impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir à quel point les soins intensifs se sont complètement réaménagés pour combattre contre le Covid-19. Ça, c'est remarquable. Des salles d'opération transformées en salles de soins, tout est préparé, tout est organisé. C'est tout à fait impressionnant. Et c'était aussi impressionnant de voir ces personnes, comme on l'a vu dans le reportage, qui commençaient à se réveiller, à commencer à aller mieux, un état qui est très changeant, fragile. Mais c'est toujours, pour nous en tout cas, journalistes, des choses très poignantes de voir ce réveil et quelque part la bonne nouvelle. Valentin, vous vouliez rendre hommage à une profession qu'on ne voit pas dans le reportage, mais qui, aujourd'hui, plus que jamais, est nécessaire. Oui, c'est les nettoyeurs et nettoyeuses. On s'est concentré sur les aspects médicaux dans ce reportage, mais on les a filmés, on va voir quelques images, et on en fera peut-être plus tard un autre reportage. C'est des personnes qui sont essentielles aux soins intensifs, et ils passent 5 fois par jour pour nettoyer l'ensemble du service. On va le voir, ils nettoient le sol, les murs, partout. Ça permet de protéger les patients, ça permet de protéger le personnel soignant. C'est aussi des gens qui prennent des risques, qui vont au front. Alors même si une des nettoyeuses qu'on voit là me disait, alors j'ai plus de risques d'attraper le coronavirus en venant
venant en transport public ou HUG que sur place, tellement les mesures sont prises sur place. Mais quand même, c'est des gens qui prennent des risques. Et puis, je pense qu'à la fin de cette crise, il faudra peut-être se rappeler qui sont les personnes qui travaillent actuellement. Si on voit là les nettoyeurs, on pense aussi aux aides-soignants, on pense aussi aux caissières, aux employés des magasins, aux chauffeurs. Ce n'est pas forcément ceux qui sont les mieux rémunérés, mais c'est grâce à eux notamment que la Suisse continue de tourner.